ma belle-mère est venue avec sa maîtresse enceinte. Prenez 175 000 $, partez. Nous n'avons pas besoin d'une femme stérile, a-t-elle dit. Mon mari est resté silencieux. J'ai déchiré le chèque et j'ai signé les papiers du divorce. Personne ne le savait, mais j'étais aussi enceinte. Je m'appelle Juliana Richardson. Quelques heures seulement avant que ma vie n'implose, je vivais dans une bulle de pur bonheur. Ce soir-là, j'avais préparé un festin. La maison sentait le poulet rôti au romarin et la vanille, ses parfums préférés. J'avais allumé des bougies parfumées dans chaque coin, projetant une lueur chaude et romantique sur le salon. Mon cœur débordait d'excitation. Je voulais annoncer la bonne nouvelle à mon mari, Daniel. Le test de grossesse de ce matin-là avait montré 2 lignes roses bien nettes. Les résultats de l'échographie du centre médical l'avaient confirmé. Après des années d'essais, des années de prières silencieuses et de tests négatifs, j'étais enfin enceinte. Je pensais honnêtement que ce bébé serait le fil d'amour qui pourrait réparer les petites fissures qui apparaissaient dans notre mariage. Je pensais que cet enfant ferait enfin taire pour de bon les commentaires venimeux de ma belle-mère. J'étais assez naïve pour croire en cet avenir d'image parfaite. Mais quand l'horloge de grand-père dans le hall a sonné exactement 7 heures, la porte d'entrée ne s'est pas seulement ouverte, elle s'est ouverte à la volée. Mon mari est entré, mais le salut chaleureux est mort dans ma gorge car il n'était pas seul. À côté de lui se tenait sa mère, Helena Parker, portant une mine renfrognée à faire tourner le lait. Et derrière suivait une belle jeune femme inconnue dans une robe de créateur coûteuse qui moulait ses courbes. La chose qui m'a frappé le plus durement que l'intrusion elle-même, était la façon dont elle tenait le bras de Daniel. Ce n'était pas amical. C'était familier. C'était possessif. Qui est-ce, ai-je balbutié, ma voix tremblante. Mon cœur avait l'impression d'être serré dans un étau. Daniel n'osait pas me regarder dans les yeux. Il s'est déplacé maladroitement, essayant de libérer son bras de l'emprise de la jeune femme, mais sa mère s'était déjà avancée, me bloquant la vue. Helena s'est positionnée devant son fils et m'a regardé avec un mépris triomphant, un regard qu'elle gardait depuis des années. « Laisse-moi te présenter quelqu'un » a-t-elle ricané, sa voix dégoulinant de venin. Voici Sophia Stewart. Elle est la fille de Robert Stewart, le président-directeur général de Northstar Pharmaceuticals. Tu sais, le plus grand partenaire de l'hôpital où Daniel travaille, et plus important encore, elle porte le sang de mon fils, le petit enfant et l'héritier que tu n'as jamais pu me donner. Chacun de ces mots m'a frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. J'étais paralysé. Le sol semblait tourner sous mes pieds nus. Mon mari m'avait trompé. Il allait avoir un enfant avec une autre femme. Et pas n'importe quelle femme, mais la fille d'un puissant dirigeant d'entreprise. Soudain, toutes les pièces éparses se sont emboîtées dans mon esprit. Les fois où il rentrait tard en prétextant des réunions d'urgence du personnel. Le secret des appels téléphoniques qu'il prenait dans la salle de bain avec l'eau qui coulait. Même cette cravate en soie de créateur coûteuse qu'il prétendait être un cadeau d'un patient reconnaissant. Maintenant je comprenais. C'était la même marque de luxe que le sac à main que cette femme, Sophia, serrait contre sa hanche. « Pourquoi m'avez-vous appelé ici ?» ai-je demandé, essayant de ne pas laisser le tremblement paraître dans ma voix, bien que tout en moi se brisait en 1 million de morceaux déchiquetés. « Malin » a raillé Helena en croisant les bras. « Nous t'avons appelé ici pour te donner un choix. Un choix humain. » Elle a sorti une pile de papiers légaux et le chèque de son sac à main et les a jetés sur la table devant moi. Voici les papiers de divorce que Daniel a déjà signés. Elle a fait une pause pour un effet dramatique, laissant la réalité s'installer. Et voici le chèque de 175 000 $. Prends l'argent, signe les papiers et disparaît de cette maison immédiatement. Considérez ça comme une aumône de notre famille pour les 5 années de ta jeunesse gâchée. 175 000 $. Une aumône. Le mot flottait dans l'air, lourd et humiliant. J'ai regardé mon mari, désespérément, cherchant une explication, une protection, une lueur de l'homme que j'aimais. Mais il n'y avait rien. Il se tenait là silencieusement, la tête toujours baissée, les mains serrées en poing à ses côtés. Son silence était la réponse. Il était complice. Il avait accepté tout. Il avait choisi la gloire, l'argent et l'avancement de carrière plutôt que moi. 5 ans de notre relation, jetés comme le journal d'hier. Sophia s'est approchée, s'est assise sur le canapé et a croisé les jambes avec une grâce arrogante. Elle a passé une main manucurée sur son ventre et m'a regardé avec les yeux d'une gagnante contemplant son prix.
Juliana, tu devrais être raisonnable, a-t-elle dit, sa voix douce et condescendante. Daniel m'aime. Je peux lui donner une carrière que tu ne pourrais jamais lui offrir de toute ta vie. Prends l'argent et pars. Ne complique pas les choses. Ne pas compliquer les choses. Quelle absurdité. C'était eux qui avaient causé cette tragédie, détruisant un foyer et un mariage. Pourtant, c'était à moi qu'on disait de bien me comporter. Ma main, posée sur ma cuisse, s'est involontairement serrée en un point. Puis, je l'ai lentement levée et l'ai délicatement posée sur mon ventre. Là aussi, une petite vie grandissait jour après jour. Mon enfant, son enfant. Mais je savais que je ne pouvais pas dire la vérité. Parler maintenant serait m'humilier. Utiliser le bébé comme un levier pour m'accrocher à un homme qui ne voulait plus de moi serait pathétique. Mon enfant ne méritait pas d'être une monnaie d'échange. Il méritait une vie meilleure aux côtés d'une mère forte, pas d'une mère qui mendie l'amour d'un traître. Une froideur terrible a soudainement enveloppé mon âme, gelant les larmes avant qu'elles ne puissent tomber. La douleur s'est métamorphosée en mépris, et ce mépris m'a donné une étrange force vibrante. Je me suis lentement levé. J'ai cessé de les voir comme une famille et j'ai commencé à les voir comme des ennemis. J'ai ramassé le chèque de 175 000 $ sur la table. Elena et Sofia me regardaient avec des sourires satisfaits, pensant qu'elles avaient gagné, pensant que chaque femme avait un prix. Mais alors, à leur grand étonnement, j'ai déchiré le chèque en deux par le milieu. Puis encore, et encore, je l'ai déchiré en minuscules morceaux sans valeur et les ai laissés voltiger sur la table basse comme des confettis. Votre argent ne me sert à rien, ai-je dit, ma voix ferme et froide comme l'acier. Mon amour n'est pas achetable avec cet argent sale. J'ai pris le stylo et j'ai signé les papiers de divorce avec panache. Je pars, mais pas parce que vous me mettez dehors. C'est parce que je trouve la vie sous le même toit avec des gens comme vous absolument répugnantes. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis allé directement dans la chambre. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois, bien que j'ai entendu Elena crier derrière moi. Fille ingrate. Si tu ne prends pas cet argent, n'ose pas le regretter plus tard. Je ne regrette rien, me suis-je dit. Je regrettais seulement d'avoir gâché 5 ans de ma jeunesse pour un homme qui ne le méritait pas. Silencieusement, efficacement, j'ai emballé quelques vêtements et mes effets personnels dans une petite valise à main. En faisant rouler la valise vers la sortie, les roues vrombissant sur le parquet, je suis passé devant eux trois. Sans un seul mot d'adieu, sans un seul regard, j'ai quitté la maison et suis sorti dans la nuit froide et mordante. Ma main s'est instinctivement posée sur mon ventre. Ils ne savaient pas qu'ils avaient chassé non pas une mais deux personnes, et ils ne savaient pas non plus que l'agneau qu'ils venaient de piétiner reviendrait bientôt en loup pour tout reprendre. Alors que la portière du taxi se refermait, m'emportant, moi et mon petit secret, loin de l'endroit qui fut autrefois un foyer, un nid, je n'ai pas pleuré. Les larmes semblaient s'être taries après l'immense choc. Je suis juste resté assise là, regardant silencieusement les lampadaires s'estomper dans la nuit, observant la ville défiler. Mon âme se sentait vide, et vidée. 5 ans. Les 5 meilleures années de ma jeunesse, je les lui avais données. J'avais tout donné à un amour que je croyais être un conte de fées. Et maintenant, tout ce qui restait était un papier de divorce froid et la vérité amère que le conte de fées avait été un mensonge depuis le début. Les souvenirs des 5 dernières années ont inondé mon esprit, clair et douloureux comme un film au ralenti. J'avais rencontré Daniel un soir de fin d'automne il y a 5 ans. À l'époque, j'étais une jeune analyste financière, fraîchement sortie de l'université, travaillant dans une petite société de courtage. Il était un jeune médecin résident dernière année de formation à l'hôpital universitaire où j'allais pour un examen de routine. J'ai été impressionné dès cette première rencontre. Ce n'était pas seulement son bel aspect, bien qu'il fût charmant, mais c'était le dévouement et la chaleur qui émanaient de ses yeux. Au milieu du chaos d'un hôpital bondé, il était le seul qui m'écoutait patiemment et expliquait en détail mon état de santé. Ses mains étaient douces et professionnelles. Il avait un sourire si gentil, un sourire qui semblait capable de dissiper toutes les inquiétudes et les peurs d'un patient. Après ce premier rendez-vous, nous nous sommes croisés plusieurs autres fois à la cafétéria de l'hôpital. Puis la conversation a commencé. Il m'a parlé des dures gardes de nuit, de la pression brutale de la profession médicale et des préétudiants qui pesaient sur lui. Mais dans sa voix, il y avait toujours une passion brûlante, une soif de sauver des vies. Je lui ai parlé du monde aride des chiffres et des marchés boursiers. Il écoutait avec admiration, les yeux pleins de respect. « Tu es une femme si brillante, Juliana » avait-il dit.
Être capable de comprendre des marchés aussi complexes est admirable. Notre amour est venu naturellement, s'épanouissant comme une fleur lente. Il s'est construit sur des dîners précipités après ses gardes, sur les repas faits maison que je lui apportais à l'hôpital dans des boîtes en plastique, et sur des textos quotidiens de soutien et d'attention. Il n'était pas riche. En tant que jeune résident, son salaire couvrait à peine le nécessaire, et il envoyait de l'argent à sa mère dans le Mississippi chaque mois. Mais il ne m'a jamais fait sentir privé. Il pouvait porter une vieille blouse délavée, mais il économisait tout son fonds discrétionnaire mensuel pour m'acheter une nouvelle robe pour mon anniversaire. Il pouvait manger des nouilles instantanées toute la semaine, mais le week-end, il m'emmenait certainement dans un bon restaurant, insistant pour payer l'addition. Il me tenait la main de l'autre côté de la table et disait « Juliana, je suis désolé. Je ne peux pas te donner la vie que tu mérites en ce moment. Mais crois-moi, dès que nous aurons traversé cette période difficile, je vais certainement te rendre heureuse. Je vais te donner le monde. » Je croyais ces mots. Je les buvais comme de l'eau. Je n'avais pas besoin de biens matériels. J'avais juste besoin de sa sincérité. Mais je ne suis pas resté les bras croisés à le soutenir émotionnellement. J'ai utilisé ma compétence, une compétence que je n'avais jamais révélée à personne, pas même à lui, pour faire avancer secrètement sa carrière. Chers auditeurs, j'avais un secret. En apparence, j'étais juste une employée de bureau ordinaire avec un maigre salaire. Mais en réalité, j'étais une investisseuse anonyme en bourse, un fantôme dans la machine. C'était un talent inné que j'avais découvert à l'université. J'avais une intuition unique pour les chiffres, un pressentiment qui se trompait rarement. Je pouvais analyser et prédire les fluctuations du marché d'une manière étonnante. Avec le petit héritage que mes parents m'avaient laissé après leur accident mortel, j'avais secrètement investi. Au fil des ans, cet argent a grandi. Il s'est composé en une somme que beaucoup de gens ne pourraient pas gagner en 10 vies. J'étais assise sur une fortune. Je n'utilisais pas cet argent pour des voitures de luxe ou des pentouses. Je continuais à vivre modestement parce que j'avais peur. J'avais peur que la richesse me change et terrifié qu'elle attire des gens peu sincères qui ne voulaient que mon compte en banque. Je voulais simplement trouver un homme qui aimait la vraie moi, la fille ordinaire nommée Juliana Richardson. Et quand j'ai rencontré Daniel, j'ai cru avoir trouvé cet homme. J'ai donc utilisé mon talent et ma fortune secrète pour être un tremplin pour lui. Il avait certainement du talent en tant que médecin, mais dans l'environnement politique complexe d'un grand hôpital, le talent seul est rarement suffisant. Il avait besoin d'opportunités. Il avait besoin de relations. J'ai secrètement utilisé mon fonds d'investissement, opérant sous une société écran et un nom différent, pour faire un don substantiel à son hôpital pour l'achat d'équipements de chirurgie robotique de pointe. En échange du don, je n'ai posé qu'une seule condition. L'hôpital devait créer des opportunités pour de jeunes médecins talentueux comme Daniel Parker de participer à des chirurgies majeures et d'être envoyés à l'étranger pour une formation avancée. L'opportunité est arrivée exactement comme je l'avais prévu. Il a été sélectionné pour une équipe qui effectuerait une chirurgie cardiaque compliquée, une opération auparavant réservée uniquement aux chefs de service. Il l'a maîtrisé brillamment. Son nom a commencé à être remarqué dans les revues médicales. Puis il a été envoyé pour un court séjour d'études à Boston pour apprendre des technologies médicales avancées. À son retour, il semblait avoir pris des ailes. Il a réussi une opération complexe après l'autre, sauvant de nombreux patients qui avaient été condamnés par d'autres médecins. Il est rapidement passé d'un simple résident à l'un des chirurgiens les plus jeunes et les plus talentueux du centre médical. Il était si heureux à cette époque. Il rentrait à la maison, m'étreignait et disait que tout était grâce à la chance et à mon soutien émotionnel constant. Il ne savait pas que la déesse de la chance était la fille même qu'il tenait dans ses bras. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne voulais pas qu'il développe un complexe d'infériorité ou qu'il ait l'impression de ne pas avoir mérité son succès. Je voulais juste rester tranquillement en arrière-plan, témoin de son succès et de son bonheur. Je croyais naïvement que mon sacrifice silencieux serait récompensé par un amour éternel. Pendant 5 ans, j'ai nourri cet amour, alimentant sa carrière avec tout ce que j'avais. J'ai pavé la route parsemée de roses de mes propres mains, ne m'attendant jamais à ne pas être celle qui marcherait à ses côtés lorsqu'il mettrait enfin le pied sur ce chemin de gloire. Après que Daniel eut consolidé sa position à l'hôpital, nous avons décidé de nous marier. C'était la décision que j'attendais depuis si longtemps. Mais là, juste au début de notre éternité, les premières fissures dans notre histoire d'amour ont commencé à apparaître. Et la personne qui a créé ces fissures avec un ciseau et un marteau n'était autre que sa mère,
Elena. Quand il m'a présenté à elle pour la première fois, elle m'a accueilli avec un sourire apparemment chaleureux. Mais derrière ce sourire, j'ai senti un regard scrutateur, froidement calculateur. Elle évaluait ma valeur comme du bétail. Elle ne m'a pas posé de questions sur mon travail, mes passions ou mon caractère. Elle n'a posé que des questions comme « Que font tes parents dans la vie ? Combien de frères et sœurs as-tu pour partager l'héritage ? Quel est ton salaire actuel ?» Quand elle a découvert que j'étais orpheline et que je vivais modestement, le sourire s'est légèrement estompé de ses lèvres. À partir de ce moment-là, elle a commencé à s'immiscer dans notre relation. Elle appelait souvent Daniel, insinuant que je n'étais pas un parti convenable pour un homme de son statut grandissant. Elle disait, « Mon fils, tu es un médecin respecté maintenant. Le mariage ne consiste pas seulement à épouser qui tu aimes, mais qui est ta carrière. Cette fille est peut-être douce, mais avec son milieu, elle ne sera qu'un fardeau pour toi. Regarde la fille du directeur de la ville. Belle et de bonne famille. Si tu épouses quelqu'un comme ça, ta carrière n'avancerait-elle pas encore plus ? » Au début, Daniel me soutenait encore. Il se disputait avec sa mère, défendant notre relation. Il disait, « Maman, ne parle pas comme ça. J'aime Juliana pour ce qu'elle est, pas pour autre chose. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux y arriver tout seul. » Ces mots m'ont profondément ému. Je croyais que notre amour était assez fort pour surmonter tous les préjugés et la cupidité. Mais ensuite, une autre figure a émergé qui a tout changé. C'était Sophia Stewart. En tant que fille unique de Robert Stewart, le PDG de Northstar Pharmaceuticals, elle était de la royauté américaine dans le monde médical. Northstar était le partenaire stratégique et le plus grand sponsor de l'hôpital où travaillait Daniel. Sophia était belle, vive d'esprit et incroyablement arrogante. C'était une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Et cette fois, elle voulait Daniel. Elle le poursuivait ouvertement, sans honte. Même s'il était un homme marié, elle utilisait des tactiques qu'une fille ordinaire comme moi ne pourrait jamais concurrencer. Elle lui offrait des montres de créateurs coûteuses et des costumes sur mesure. Elle utilisait les contacts de son père pour créer des opportunités de prise de parole qu'il ne pouvait refuser sous prétexte de réunions d'affaires. Elle l'invitait constamment dans des restaurants d'élite et des country clubs prestigieux. Elle lui montrait un autre monde, un monde de pouvoir, de gloire et d'influence, un monde qu'il n'avait jamais connu en grandissant dans le Mississippi. Plus important encore, elle a frappé en plein cœur des ambitions de sa mère. Elena s'est réjouie comme un chercheur d'or qui aurait trouvé le filon mer en apprenant que Sophia était la fille d'un dirigeant d'entreprise. Elle voyait Sophia comme le ticket d'or, le passe-partout qui pourrait ouvrir la porte d'un avenir brillant pour son fils. Elle a commencé ouvertement à essayer de les rapprocher, ignorant la bague au doigt de son fils. Elle invitait souvent Sophia à dîner, la traitant encore plus chaleureusement que son propre fils. En revanche, elle devenait de plus en plus cruelle et méchante envers moi. Chaque fois que j'étais là, elle mentionnait intentionnellement Sophia. Elle la louait sans cesse puis se tournait vers moi juste pour remuer le couteau dans la plaie. Elle disait, « Voilà une femme de bonne famille, belle, capable et avec des relations. Si mon Daniel l'épouse, un coup de fil de son père et il aura une clinique privée de luxe instantanément au lieu de se plier en quatre à travailler pour les autres. » Ces mots étaient comme un poison à action lente qui s'infiltrait dans la conscience de Daniel jour après jour. Un homme d'origine modeste qui s'était tant battu pour atteindre sa position actuelle se voyait soudain offrir un raccourci vers le sommet. Et lentement, douloureusement, je l'ai vu mordre à l'hameçon. Comment un mariage meurt-il ? C'est rarement une explosion soudaine. C'est une lente suffocation. Ça se passe dans le silence entre deux personnes assises sur le même canapé. Ça se passe quand il arrête de te regarder dans les yeux. Daniel a changé progressivement, séduit par le monde scintillant que Sophia Stewart faisait miroiter devant lui. Au début, ce n'était que des nuits tardives à l'hôpital ou des dîners de réseautage qu'il prétendait essentiels pour sa carrière. Mais ensuite sont venues les odeurs. Il rentrait à la maison sentant non pas le savon antiseptique de l'hôpital que je connaissais si bien, mais un parfum cher et entêtant, quelque chose de musqué et de floral qui restait sur son col. J'ai vu les messages textes qui étaient trop courts, les appels téléphoniques qu'il prenait dans l'autre pièce, chuchotant à voix basse que je n'étais pas censé entendre. Mon cœur se brisait au ralenti jour après jour angoissant. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de vase ni exigé la vérité. J'ai ravalé ma fierté et je suis restée silencieuse, espérant que ce n'était qu'une phase.
Je me disais que les hommes perdent parfois leur chemin quand l'ambition les aveugle, et que si je l'aimais assez, il se souviendrait des vœux que nous avions faits il y a 5 ans. Je voulais être le havre de paix vers lequel il finirait par revenir. Mais l'espoir est une chose dangereuse quand l'homme que vous aimez s'est déjà désengagé. La distance entre nous est devenue un canyon. Daniel, le gentleman que j'ai épousé, l'homme qui laissait des post-it sur le miroir de la salle de bain pour me dire que j'étais belle, avait disparu. À sa place, il y avait un étranger froid obsédé par le statut. Il n'était plus seulement un médecin. Il était un arriviste entraîné dans le tourbillon de la haute société par Sophia et son puissant père. Ses excuses sont devenues des insultes à mon intelligence. Des chirurgies d'urgence qui n'existaient pas. Des réunions d'actionnaires à minuit. Mais j'ai vu la vérité sur les réseaux sociaux. Des amis de Sophia publiaient des photos d'eux à des galas ou dans des restaurants 5 étoiles du centre-ville. Sur ces photos, Daniel la regardait avec une faim qu'il ne m'avait pas montrée depuis des années. C'était comme si 1000 aiguilles me perçaient la poitrine chaque fois que je faisais défiler une photo de riant autour d'une coupe de champagne pendant que j'étais assise à la maison à attendre avec un dîner froid. J'ai essayé d'être parfaite. J'ai cuisiné ses plats préférés, gardé la maison impeccable et porté les vêtements qu'il aimait autrefois. Je pensais que si je pouvais juste être l'épouse parfaite, il reviendrait à la raison. Mais mon silence ne l'a pas réveillé. Il ne l'a qu'enhardi. Il a arrêté de se cacher. Il rentrait à 2 heures du matin, des taches de rouge à lèvres sur sa chemise, et quand j'essayais de toucher son bras, il me repoussait avec un soupir d'épuisement. Et puis il y avait sa mère. Helena Parker ne cachait pas son dédain. Elle regardait mon mariage s'effondrer avec un sourire satisfait, jetant du sel sur mes blessures ouvertes. Chaque fois que Sophia venait chez nous sous prétexte d'affaires, Helena m'appelait comme une servante. Elle me faisait verser le thé, couper les fruits et les servir, me forçant à les regarder flirter dans mon propre salon. Elle voulait me briser. Elle voulait que je me sente petite. Je me souviens qu'elle a dit à Sophia juste devant moi que j'étais douée pour les tâches domestiques et que je ferais une bonne aide pour l'avenir de la famille. Elle me traitait comme une remplaçante, une servante gardant le siège au chaud pour la femme qu'elle voulait vraiment comme belle-fille. Je vivais un enfer personnel. J'ai perdu 5 kilos. Mes yeux étaient en permanence gonflés à force de pleurer sous la douche pour que Daniel ne m'entende pas. Je pensais à partir chaque jour, mais 5 ans, c'est long à effacer. Et puis le miracle est arrivé. C'était le moment le plus déroutant, terrifiant et beau de ma vie. Je me sentais nauséeuse un matin et j'ai fait un test. 2 lignes roses. Je me suis assise sur le sol froid de la salle de bain, serrant ce bâton en plastique et j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis des mois, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de joie pure et sans mélange. J'allais être mère. Ce bébé était la réponse. Dans mon cœur naïf, je croyais que cette vie innocente serait le pont qui nous ramènerait l'un à l'autre. Je pensais qu'une fois que Daniel saurait qu'il allait être père, l'ancien Daniel reviendrait. Il réaliserait ce qui comptait vraiment. J'ai décidé de le lui dire pour notre 5e anniversaire. Je voulais que ce soit parfait, un grand geste pour réinitialiser nos vies. J'ai pris un jour de congé et j'ai passé des heures à transformer la maison. J'ai acheté 3 douzaines de roses rouges et j'ai rempli le salon de l'odeur de fleurs fraîches et de bougies à la vanille. J'ai cuisiné un carré d'agneau en croûte d'herbe qu'il aimait, ouvert une bouteille du même vin millésimé que nous avions bu le soir de sa demande en mariage, et mis la table pour 2. Au centre, j'ai placé une petite boîte cadeau en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas une montre ou des boutons de manchette, mais le test de grossesse positif et la première photo d'échographie. J'imaginais la scène si clairement dans mon esprit. Il rentrerait à la maison, verrait l'effort, et ses murs s'effondreraient. Il ouvrirait la boîte, verrait notre bébé, et tomberait à genoux, s'excusant, m'étreignant, promettant de ne plus jamais s'égarer. Je me suis accroché à ce fantasme comme à une bouée de sauvetage. J'étais vêtu de ma plus belle robe en soie, attendant à table à 7 heures. Mais 7 heures sont venues et passées, puis 8, puis 9. Les bougies se sont consumées jusqu'à n'être plus que des bouts, la cire coulant sur la nappe. L'agneau est devenu froid et figé. Mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. À 10 heures, le silence dans la maison était assourdissant. Je frissonnais, non pas de froid, mais d'une terreur grandissante. Finalement, juste avant 11 heures, des phares ont balayé la fenêtre de devant. J'ai entendu la portière de la voiture claquer. Mon cœur a bondi. J'ai couru vers la porte. Un sourire plaqué sur mon visage,
prête à lui pardonner son retard. Mais quand la porte s'est ouverte, mon monde s'est brisé. Daniel n'est pas entré seul. Il est entré avec Elena, et derrière suivait Sofia, arborant un sourire suffisant et triomphant. Ils n'étaient pas venus pour célébrer notre anniversaire. Ils étaient venus pour en finir avec moi. Je suis resté là, entouré des bougies mourantes et du dîner froid, les regardant tous les trois comme s'ils étaient des bourreaux. L'atmosphère romantique que j'avais créée semblait maintenant pathétique, une blague cruelle. Elena a parlé la première, sa voix tranchant la pièce comme un couteau dentelé. Elle m'a dit d'arrêter de me ridiculiser. Elle m'a dit que Daniel avait fait son choix. Et puis elle a porté le coup de grâce. Elle a pointé Sofia du doigt et a annoncé qu'elle portait l'héritier de la famille Parker. Sofia a avancé son ventre, jubilant. Ce mot flottait dans l'air. Héritier. Pendant des années, Elena m'avait traité d'arbre stérile, et maintenant la maîtresse leur avait donné ce que je ne pouvais supposément pas donner. J'ai regardé Daniel, le suppliant des yeux de dire quelque chose, de me défendre, de montrer ne serait-ce qu'une once de regret. Mais il a juste regardé le sol. Il ne pouvait même pas croiser mon regard. À cet instant, en voyant sa posture lâche, j'ai réalisé que l'homme que j'aimais était mort. Il avait choisi le chemin facile, l'argent, l'influence. Il était prêt à me jeter comme les déchets d'hier. Vous connaissez le reste. Le chèque de 175 000 $ jeté à ma face. Les papiers de divorce. L'ordre de quitter ma propre maison. En restant là à écouter leurs insultes, quelque chose en moi a changé. La douleur s'est transformée en glace. J'ai posé ma main sur mon ventre plat. Ressentant une soudaine et féroce protection. J'ai murmuré une excuse silencieuse à mon bébé à naître pour avoir un tel père. Et puis j'ai fait une promesse. J'ai promis que je serais suffisante. J'ai promis que je donnerais le monde à cet enfant et que je le ferais seul. Je ne pouvais pas leur dire que j'étais enceinte. Si je le faisais, ils penseraient que j'utilisais le bébé comme un pion, ou pire, ils essaieraient de m'enlever mon enfant. Elena ne laisserait jamais un petit enfant par cœur être élevé par quelqu'un qu'elle méprisait. Je devais protéger mon bébé de leur toxicité. Alors, j'ai déchiré le chèque. J'ai signé les papiers. Je suis passé devant eux sans verser une autre larme, ne prenant que mon sac à main. Je suis sorti dans la nuit froide de Chicago et j'ai senti le vent sur mon visage. C'était comme la liberté. J'ai hélé un taxi, mais je ne suis pas allé sur le canapé d'une amie. Je ne suis pas allé dans un motel bon marché pour pleurer dans un oreiller. J'ai donné au chauffeur une adresse qui aurait fait tomber la mâchoire de Daniel. Le Lakeshore Grand. C'est la tour résidentielle la plus exclusive de la ville, un endroit où vivent des athlètes professionnels et des PDG. Quand je suis entré dans le hall en marbre, le concierge a hoché la tête et a tenu l'ascenseur pour moi. J'ai appuyé sur le bouton de l'étage du penthouse. J'ai passé ma carte clé noire et les portes se sont ouvertes directement dans mon sanctuaire, un duplex de 510 mètres carrés avec des murs de verre du sol au plafond donnant sur toute la ligne d'horizon scintillante de la ville. C'était mon appartement. Je l'avais acheté des années auparavant avec mon propre argent, mais je n'y avais jamais vécu. Je l'avais gardé vide parce que je voulais construire une vie avec Daniel à partir de zéro. Je voulais que notre succès soit quelque chose que nous gagnions ensemble. Vous voyez, j'ai un secret que même Daniel ne connaissait pas. Je n'étais pas seulement une modeste analyste financière avec un salaire modeste. C'était une couverture, un costume que je portais pour me sentir normal. En réalité, je suis une baleine en bourse, une investisseuse fantôme. Depuis l'université, j'ai un talent inné pour lire les marchés, prédire les tendances et transformer des milliers en millions. Ma valeur nette est probablement le double de ce que vaut la société pharmaceutique du père de Sofia un bon jour. Je l'ai caché parce que j'étais terrifié que les hommes ne veuillent de moi que pour mon argent. Je voulais être aimé pour Juliana, pas pour mon portefeuille. Je pensais que Daniel était le bon. J'ai joué le rôle de l'épouse solidaire et en difficulté parce que je pensais que nous construisions une fondation d'amour. J'avais tort. J'étais Cendrillon qui balayait volontairement les sols, cachant sa couronne dans le placard. Mais ce soir, debout au milieu de mon pantou sombre et luxueux, regardant les lumières de la ville, la servante était partie. Je ne pleurais plus. Cendrillon était retournée à son palais. Et cette fois, elle en avait fini d'être naïve. J'étais prête à être la reine, et la première chose que la reine devait faire était simple. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de se mettre au travail.
J'ai pris ma ligne sécurisée et composé le numéro d'Anthony Morris, mon associé le plus fiable et l'homme qui gérait mon portefeuille depuis des années. Quand il a répondu, sa voix était professionnelle et vive. « Bonjour, Anthony », ai-je dit, et ma voix sonnait plus froide que je ne l'avais jamais entendue auparavant, ferme et déterminée. Il est temps d'activer le plan B. Je veux que chaque investissement et chaque flux de soutien financier indirect que nous avons fourni à l'hôpital universitaire au cours des 3 dernières années soit retiré. Spécifiquement, tout ce qui est attaché au Dr Daniel Parker doit être rompu immédiatement et complètement. Je n'ai pas attendu de confirmation car je savais qu'Anthony exécuterait l'ordre dans l'heure. Ensuite, j'ai appelé un service de conciergerie d'élite de la ville. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une équipe de soutien complète assemblée dans les 48 heures. J'avais besoin du meilleur obstétricien de l'État, d'un nutritionniste personnel spécialisé en santé prénatale, d'un professeur de yoga privé et d'une femme de ménage discrète. J'ai clairement indiqué que l'argent n'avait pas d'importance. Je ne voulais que le meilleur du meilleur parce que je construisais une forteresse autour de moi. Finalement, je me suis tenu devant le miroir du sol au plafond de ma chambre principale et j'ai regardé la femme qui me fixait. La fille naïve et simple qui avait mendié l'amour de son mari avait disparu. Juliana Richardson était de retour. J'ai posé une main doucement sur mon ventre où mon secret grandissait. « Petit », ai-je murmuré au reflet. « À partir de maintenant, c'est juste toi et moi. Nous commençons une nouvelle vie ici. Maman va te donner le monde. » À partir de ce jour, une nouvelle Juliana est née. J'ai refusé de me morfondre dans la dépression ou de laisser le chagrin me consumer. Au lieu de cela, je me suis lancé dans le programme de soins de grossesse le plus rigoureux scientifiquement que l'argent puisse acheter. J'ai lu des livres sur le développement de l'enfant, écouté des symphonies classiques et transformé mon Pentouse en un sanctuaire de paix. J'ai coupé tous les liens avec ma vie passée. J'ai changé mon numéro de téléphone, supprimé mes réseaux sociaux et ignoré les amis communs qui étaient restés là à regarder Daniel m'humilier. Pour eux, Juliana avait simplement disparu dans les airs. Je pensais que je vivrais ma vie en paix et élèverais mon enfant seul. Mais le destin semblait avoir un scénario différent écrit pour moi. Il organisait une réunion que personne d'entre nous n'aurait pu prédire, une rencontre où les rôles seraient complètement inversés. Le phénix était ressuscité de ses cendres et elle était prête à brûler. Pendant que je commençais ma nouvelle vie de solitude et de prospérité, complètement cachée à leur vue, les personnes qui m'avaient chassé célébraient ce qu'elles pensaient être leur, ils vécurent heureux pour toujours. À peine un mois après avoir signé les papiers de divorce, la ville était en effervescence avec la nouvelle du mariage le plus extravagant de la décennie. Le marié n'était autre que Daniel Parker, mon ex-mari, et la mariée était naturellement Sophia Stewart, la fille en or, portant le prétendu héritier de l'Empire Stewart. Leur mariage était un spectacle rapporté par tous les tabloïds et blogs de société de New York à Los Angeles. J'ai vu les photos en ligne depuis la sécurité de mon salon. Les gens s'émerveillaient de la cérémonie de plusieurs millions de dollars, de la robe de créateur sur mesure et du convoi de voitures de luxe qui s'étendait sur des kilomètres le long du boulevard. Les médias ont peint un conte de fées moderne, vantant la romance fatidique entre un jeune médecin talentueux et une héritière de la haute société. Il n'y avait pas de place dans ce récit pour une ex-femme rejetée comme moi. J'ai regardé le sourire radieux de Daniel et le visage suffisant et triomphant de Sophia. J'ai vu mon ancienne belle-mère, Elena, se pavaner devant les caméras. Étonnamment, mon cœur n'a pas souffert. Je n'ai ressenti aucune jalousie, seulement un profond sentiment de ridicule. Je me demandais comment il pouvait croire que le bonheur construit sur des mensonges et la trahison pourrait un jour survivre. Comme je l'avais prédit, la vie de Daniel après le mariage n'était pas le paradis qu'il avait imaginé. Sur le papier, il avait tout ce qu'il voulait. Son puissant beau-père, Robert Stewart, a tenu sa promesse. Il a investi une somme massive pour ouvrir la clinique privée Parker, un établissement de pointe situé dans le quartier médical le plus prestigieux de la ville. Elle était équipée des dernières technologies et promue agressivement sur toutes les plateformes médiatiques. Daniel est passé du statut de médecin salarié à celui de directeur de clinique et d'entrepreneur à succès du jour au lendemain. Il était monté au ciel, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Sa mère, Elena, vivait son rêve. Elle a emménagé dans l'aile des invités du manoir que Robert avait offert au couple. Elle avait des domestiques pour la servir, un chauffeur pour la conduire et un budget illimité pour le shopping. Elle passait ses journées à se vanter auprès de ses amis du country club de son fils talentueux et de sa riche belle-fille. Elle avait atteint le sommet de son arrogance. Cependant, derrière les photos glacées et les communiqués de presse, la vérité était laide.
Bien que Daniel détint le titre de directeur, il n'était rien de plus qu'une marionnette. Aux yeux de la famille Stewart, il était un opportuniste, un homme d'origine modeste qui s'était marié au-dessus de sa condition. Robert Stewart était un patriarche autoritaire qui contrôlait chaque aspect de son empire d'une main de fer. Il méprisait ouvertement Daniel. Chaque décision à la clinique, de l'embauche du personnel de nettoyage à la gestion des finances, devait être approuvée par le bureau de Robert. Daniel était directeur de non seulement, un manager glorifié travaillant sous le joug de son beau-père. Lors de leur dîner de famille étouffant, Daniel était constamment sermonné et réprimandé par Robert et les frères de Sophia. Il lui rappelait souvent qu'il devait connaître sa place, et que sans le nom Stewart, il ne serait qu'un autre médecin pathétique dans un costume bon marché. Ces mots étaient comme des épines piquant l'ego surdimensionné de Daniel, mais il ne pouvait rien dire. Sa vie de famille n'offrait aucun sanctuaire non plus. Sophia, ayant obtenu la bague, a rapidement abandonné son rôle de petite amie douce et attentionnée. Elle a révélé sa vraie nature d'héritière capricieuse et gâtée. Elle n'avait aucun intérêt pour le travail de Daniel ou la gestion d'un foyer. Elle passait ses journées à faire du shopping avec des amis et à se plaindre. Elle utilisait sa grossesse comme une arme pour le tourmenter, le forçant à être à ses petits soins pour satisfaire ses caprices bizarres. S'il hésitait, elle fondait en larmes et menaçait d'appeler son père. Chaque fois, Daniel devait baisser la tête et s'excuser. Il vivait dans un étau, perdant sa voix et sa liberté petit à petit. Tard dans la nuit, quand Sophia était enfin endormie, Daniel sortait sur le balcon et fumait dans le noir. Dans le silence froid, il se souvenait des premiers jours avec moi. Nous étions pauvres alors, mais nous étions incroyablement heureux. Il se souvenait des dîners modestes que je cuisinais, de la chaleur de notre petit appartement et de mon soutien silencieux et indéfectible. Il a réalisé trop tard qu'il avait jeté un diamant pour ramasser une pierre. Mais il avait choisi ce chemin, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ne pouvait que serrer les dents et continuer sa performance. Il ne savait pas que ce n'était que le début de sa chute. Une tempête cachée de vengeance intelligente et cruelle se préparait juste hors de son champ de vision. Pendant que leur famille se vautrait dans leur fausse victoire, j'étais assise dans mon penthouse au Lakeshore Grand, commençant tranquillement mon propre jeu. Je ne croyais pas à la vengeance par les scandales ou les disputes hurlantes. Ces méthodes étaient primitives et indignes de moi. J'ai choisi de détruire leur empire avec les armes mêmes qu'ils avaient utilisées pour séduire mon mari, l'argent et le pouvoir. En tant qu'investisseuse fantôme, un requin dans les eaux financières, j'avais les moyens de les démanteler morceau par morceau. Mon plan a été développé avec une précision chirurgicale par Anthony Morris et mon équipe financière. Ma cible n'était pas seulement la petite clinique de Daniel, mais la source de leur pouvoir, l'empire pharmaceutique de Robert Stewart, Northstar Pharmaceuticals. Je savais que si je coupais la tête, le corps mourrait. Ma première frappe fut invisible. J'ai ordonné une analyse complète de la chaîne d'approvisionnement de Northstar Pharmaceuticals et de la clinique privée Parker. Nous avons découvert une faiblesse critique. Ils dépendaient fortement de fournisseurs étrangers pour leurs équipements médicaux avancés et leurs composés pharmaceutiques spécialisés. Ils comptaient sur quelques contrats exclusifs avec des fabricants européens. C'était leur talon d'Achille. J'ai donné instruction à mon fonds d'investissement de lancer une campagne d'acquisition discrète en utilisant un réseau de sociétés écrans pour masquer mon identité. C'était une guerre coûteuse, mais j'avais des milliards à ma disposition. En seulement 2 mois, je suis secrètement devenu l'actionnaire majoritaire de 3 grandes entreprises européennes de dispositifs médicaux et de 2 grands laboratoires pharmaceutiques suisses, ceux-là même sur lesquels Northstar comptait. Avec les atouts en main, j'ai commencé à resserrer l'étau. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, j'ai émis des directives pour revoir les stratégies de distribution. J'ai exigé que ces entreprises suspendent temporairement toutes les livraisons d'équipements et de médicaments de nouvelle génération sur le marché américain, citant la nécessité de restructurer et de trouver de nouveaux distributeurs exclusifs. Naturellement, le nouveau distributeur serait une société que je possédais. La crise d'approvisionnement a commencé presque immédiatement. La clinique de Daniel a été la première et la plus durement touchée. Ils venaient d'ouvrir et leur campagne marketing promettait la technologie la plus avancée au monde. Mais maintenant, leurs commandes étaient rejetées ou retardées indéfiniment. Les scanners CT et les échographes 4D qu'ils avaient promis aux patients restaient en attente. Les médicaments spécialisés contre le cancer et les derniers médicaments cardiaques ont soudainement disparu de leur inventaire. Les retombées ont été catastrophiques. Les patients qui avaient payé des milliers de dollars pour des forfaits de santé premium étaient furieux lorsque la clinique ne pouvait pas livrer.
Les avis ont chuté et les procès ont commencé à s'accumuler. Daniel courait partout comme un homme possédé, essayant de trouver des fournisseurs alternatifs, mais c'était inutile. Tous les acteurs majeurs étaient sans le savoir sous mon contrôle. Il n'avait aucune idée que l'ennemi invisible qui étouffait la vie de son entreprise était l'ex-femme qu'il avait rejetée. Le géant pharmaceutique de Robert n'était pas en meilleure forme. Ils ont perdu des contrats de distribution lucratifs et le cours de leurs actions a chuté. Robert, l'homme qui s'était toujours enorgueilli de son pouvoir intouchable, paniquait maintenant. Il a déversé sa frustration sur Daniel, criant que son gendre était une malédiction qui avait porté malheur à la famille. La vie de Daniel est devenue un enfer. Il souffrait d'insomnie et a perdu du poids, son visage décharné et hanté. Il payait le prix de sa trahison, mais il ne savait pas que la tempête ne faisait que commencer. Pendant que je démantelais leur monde depuis l'ombre, mon propre monde était rempli de paix et de lumière. J'ai confié l'exécution de ma vengeance à mon équipe afin de pouvoir consacrer mon cœur à une mission plus sacrée, la maternité. Les 9 mois de grossesse sont souvent décrits comme difficiles, mais pour moi, ce fut un cadeau. Ce fut un voyage d'amour de soi que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus la fille qui vivait pour servir les autres. J'ai appris à ralentir, à écouter mon corps et à chérir la vie qui grandissait en moi. Je me réveillais au son de Mozart et de Bach, préparant des petits déjeuners nutritifs dans ma cuisine ensoleillée. Je lisais de la littérature classique à voix haute, espérant que mon enfant entendrait le rythme des beaux mots, même dans l'utérus. La chambre de mon bébé était un chef-d'œuvre conçu de ma propre main. J'ai choisi des couleurs douces et apaisantes et j'ai rempli la pièce des meubles les plus sûrs et les plus exquis que l'argent puisse acheter. J'ai engagé un professeur particulier de yoga prénatal et elle venait aux pentouses chaque matin pour m'aider à garder mon corps fort et souple. J'ai suivi des cours de préparation à l'accouchement privé et j'ai appris les soins aux nourrissons, non pas avec anxiété mais avec joie. Je ne me sentais pas seul. Le bébé était mon compagnon constant. Chaque fois que je sentais un frémissement ou un coup de pied, mon cœur se gonflait d'un amour si féroce qu'il m'en faisait monter les larmes aux yeux. Je parlais constamment à mon bébé, lui promettant que peu importe à quel point le monde extérieur était cruel, il serait toujours en sécurité dans mes bras. Bien sûr, il y avait des moments dans le calme de la nuit où les fantômes du passé tentaient de refaire surface. Je voyais un couple se promener dans le parc, se tenant la main, l'homme touchant doucement le ventre de la femme, et mon cœur se serrait. Je me demandais pourquoi mon enfant ne pouvait pas avoir cette image complète. Mais j'ai rapidement banni ces pensées. Je me suis dit qu'un père toxique, un homme qui abandonne sa famille, est pire qu'aucun père du tout. Mon enfant n'avait pas besoin de Daniel. Nous étions suffisants. Sa trahison ne m'avait pas brisé. Elle m'avait forgé en acier. Finalement, le jour que j'attendais est arrivé. J'ai soigneusement choisi le lieu de la naissance. J'ai choisi le Providence Medical Center, l'un des hôpitaux les plus exclusifs et les plus chers du pays, connu pour sa confidentialité et son luxe. J'ai réservé la suite d'accouchement VIP, un appartement de plusieurs pièces au sein de l'hôpital avec une équipe médicale privée et un concierge 24h24. Je n'ai épargné aucune dépense car je voulais que le moment de l'arrivée de mon enfant soit parfait. Mais je n'aurais jamais pu savoir que ce choix, cette décision apparemment parfaite, serait le coup du sort qui ferait s'entrechoquer mes deux mondes. Pendant que je m'enregistrais dans ma suite, préparé pour le plus beau jour de ma vie, la tempête que j'avais semée atteignait son apogée de l'autre côté de la ville. La clinique privée Parker s'effondrait. La crise d'approvisionnement s'était transformée en tsunami. Daniel s'était envolé pour l'Europe dans une tentative désespérée de négocier avec les fournisseurs, pour ne rencontrer que des rejets froids et des portes fermées. Il n'avait aucune idée que la personne qui signait les lettres de rejet était assise dans une chambre d'hôpital dans sa propre ville. Il est rentré aux États-Unis vaincu et humilié. Sa clinique, autrefois le joyau de son ambition, n'était plus qu'une étagère vide remplie de machines inutilisées et de patients en colère. Robert Stewart menaçait de le renvoyer, et Sophia menaçait de le quitter. Il se noyait, et il n'avait plus nulle part où aller. L'effondrement du monde de Daniel n'a pas été un glissement de terrain. C'était une avalanche, et j'ai observé chaque moment depuis la sécurité de l'ombre. Les patients qui avaient déboursé des milliers de dollars pour des services médicaux internationaux premium ont commencé à réaliser qu'ils payaient pour une coquille vide. Ils se sentaient trompés. Et en Amérique, quand les gens qui ont de l'argent se sentent trompés, ils ne se contentent pas de se plaindre, ils intentent un procès. Le hall de la clinique, qui était autrefois un sanctuaire de tons feutrés et de sol en marbre, s'est transformé en une scène chaotique rappelant le parquet de la bourse un jour de krach.
Des patients en colère agitaient des factures exigeant des remboursements, criant à la fraude et menaçant d'aller voir la presse. Des bannières ont été installées à l'extérieur et les camionnettes des nouvelles locales ont commencé à tourner comme des requins sentant le sang dans l'eau. La réputation de la clinique, soigneusement cultivée au fil des ans, a coulé plus vite qu'une pierre dans l'océan. Les spécialistes talentueux que Daniel avait débauchés des meilleurs hôpitaux avec des promesses de bonus massifs ont commencé à quitter le navire. Ils ont vu l'écriture sur le mur et ont remis leur démission un par un, refusant de laisser leur licence médicale être ternie par l'entreprise en faillite de Daniel. Daniel courait dans cette clinique comme un homme essayant d'éteindre un feu de forêt avec un tuyau d'arrosage. Il essayait frénétiquement de calmer les patients furieux, de retenir le personnel clé et de trouver de nouveaux fournisseurs pour l'équipement essentiel dont je l'avais privé d'accès. Mais chaque porte à laquelle il frappait était fermement verrouillée. Ma portée était longue et mon emprise étouffante. Son échec professionnel a rapidement contaminé son enfer personnel. Robert Stewart, son puissant beau-père, qui avait investi une fortune dans la clinique pour acheter le bonheur de sa fille, regardait maintenant son investissement s'évaporer. Le vieil homme ne s'est pas seulement mis en colère, il est devenu vicieux. Pendant les dîners de famille au domaine des Stewart, Robert déchaînait sa fureur pendant que Daniel restait assis là à regarder son assiette. « Tu es un échec, Daniel » rugissait-il en frappant sa main sur la table en acajou. « Je t'ai donné une mine d'or, et tu l'as transformée en un gouffre. Tu n'es qu'un parasite qui se nourrit du nom de ma famille. » Et Sophia, sa princesse épouse, n'était plus la douce maîtresse adoratrice qu'elle avait été. Quand elle a vu le statut de son mari s'effondrer, elle est devenue aussi froide que la glace. Les voitures de luxe et les virées shopping sans fin étaient menacées, et c'était le seul langage qu'elle parlait. Elle le regardait avec un pur dégoût, lui demandant comment il pouvait se montrer dans leurs cercles sociaux. « J'ai perdu toute crédibilité auprès de mes amis à cause de toi, sifflait-elle. Si tu ne règles pas ça, ne t'attends pas à ce que je reste pour la tournée de la pauvreté. » Les personnes même qui avaient élevé Daniel au ciel s'unissaient maintenant pour le pousser dans l'abîme de l'humiliation. Il réalisait l'amère vérité que j'avais apprise il y a longtemps. Il ne l'avait jamais aimé. Pour les Stewart, il n'était qu'un outil. Une pièce d'échec à déplacer pour leur convenance. Tant qu'il était utile, ils le gâtaient. Mais au moment où il a flanché, ils étaient prêts à le jeter comme les déchets d'hier. Puis est venu le coup final. Northstar Pharmaceuticals a commencé à plier sous la pression du marché orchestré par mon fonds d'investissement. Les cours des actions ont chuté et pour sauver son propre empire, Robert Stewart a pris la décision d'entreprise impitoyable de couper les branches mortes. Il a forcé la faillite de la clinique de Daniel. En l'espace de quelques mois, Daniel est passé du Golden Boy du monde médical à un paria en faillite. Il a été jeté sans cérémonie du bâtiment qu'il dirigeait. La banque a saisi le manoir, et Sophia, fidèle à ses menaces, l'a quitté après une dispute hurlante que les voisins ont probablement entendue à 3 pâtés de maison. Elle lui a dit que le bébé qu'elle portait n'était plus un héritier d'une dynastie, mais un fardeau qu'elle ne voulait pas. Daniel était vraiment tombé du ciel en enfer. Il a été forcé de retourner dans un appartement exigu avec sa mère, Elena, faisant face à la réalité étouffante de ses choix. Il avait poursuivi la gloire et l'argent et l'avait tenu un bref instant pour ensuite perdre ce qui comptait vraiment. Il avait perdu un amour sincère. Il avait perdu une femme qui aurait traversé le feu pour lui. Et il avait perdu un enfant dont il ne connaissait même pas l'existence. Dans l'obscurité silencieuse de ce petit appartement, mon image a commencé à le hanter. Il se surprenait à se demander où j'étais et comment je vivais, sans jamais deviner que l'ex-femme qui lui manquait soudainement était l'architecte de sa destruction. La vie, cependant, a un sens de l'ironie qu'aucun scénariste d'Hollywood ne pourrait inventer. Nous pensons que nous sommes les joueurs dans le jeu, mais souvent nous ne sommes que des pièces déplacées par le destin. Je pensais que nos lignes avaient définitivement divergé, que je vivrais en paix avec mon bébé pendant qu'il paierait pour ses péchés et sa misère. Mais le destin a décidé que nous nous devions une dernière rencontre, une confrontation où la vie et la mort étaient en jeu. C'est arrivé un mardi soir, alors que l'horloge sonnait 6 heures. J'étais sur mon tapis de yoga dans mon penthouse, essayant de trouver un peu de zen avec de la musique classique, quand la première contraction m'a transpercé. Ce n'était pas une fausse alerte. C'était la vraie. Mon fils avait décidé de faire sa grande entrée en avance. Anthony, mon assistant, était un roc. Il n'a pas bronché. Il a immédiatement appelé la ligne directe du Providence Medical Center où j'avais réservé le forfait naissance diamant. Tout était censé être parfait.
J'avais la suite présidentielle réservée et le docteur William Nelson, l'un des meilleurs obstétriciens de la côte est, était prévu pour accoucher mon bébé. Le trajet en ambulance était un flou de sirènes et de lumière de la ville défilant derrière les fenêtres. J'étais allongé sur le brancard, me mordant la lèvre pour ne pas crier, serrant mon ventre et murmurant des promesses à mon fils à naître. Tout ira bien, petit. Maman est là. J'essayais de rester calme, faisant confiance à la somme exorbitante que j'avais payée pour des soins de première qualité. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Quand nous sommes arrivés, on m'a informé que le docteur Nelson avait eu un grave accident de voiture sur l'autoroute et qu'il ne viendrait pas. La panique a commencé à s'installer. Le directeur de la clinique m'a rencontré personnellement, essayant de calmer les choses. Il m'a assuré qu'ils avaient un plan d'urgence. Nous avons fait appel à notre nouveau chirurgien, m'a-t-il dit, sa voix suintant d'une assurance forcée. Il vient de nous rejoindre d'un grand hôpital de Boston. Il est brillant et a traité des cas bien plus complexes que celui-ci. Vous êtes entre les meilleures mains, mademoiselle Richardson. Nous bipons le docteur Parker immédiatement. Docteur Parker. Le nom était assez courant pour ne pas être enregistré comme une menace, juste une étiquette générique pour l'homme qui nous sauverait. Dans les affres des contractions, je n'avais pas la capacité mentale de faire le lien. J'ai juste hoché la tête, les laissant me conduire dans la salle d'accouchement VIP. C'était plus une chambre d'hôtel 5 étoiles qu'un hôpital, mais j'ai à peine remarqué les comptoirs en marbre ou la vue sur la ligne d'horizon de la ville. Les infirmières grouillaient autour de moi, branchant des moniteurs et vérifiant mes signes vitaux. Je les entendais chuchoter sur la chance que le docteur Parker soit de garde et sur le nombre d'opérations difficiles qu'il avait déjà réussi depuis son embauche. La porte s'est ouverte et un homme en blouse bleue est entré. Il portait un bonnet chirurgical et un masque qui couvrait la majeure partie de son visage, ne laissant que ses yeux visibles. Il se déplaçait avec une autorité vive qui commandait la pièce. Il ne m'a pas adressé un mot au début, claquant simplement des doigts pour avoir le dossier du patient. Il l'a scanné rapidement. Patiente Juliana Richardson, 30 ans, 39 semaines, présentation par le siège, rupture des os. Il a lu les détails à haute voix d'une voix profonde et familière qui m'a fait parcourir un frisson plus froid que la climatisation. C'était une voix que je ne pourrais jamais oublier, même si je vivais 1000 ans. Mon corps s'est figé. La douleur de la contraction a été momentanément éclipsée par le choc pur. Tremblante, j'ai levé la tête de l'oreiller et j'ai regardé dans les yeux du médecin. Ils étaient d'un brun profond avec une pointe de tristesse, mais actuellement vifs de concentration. C'étaient les yeux devant lesquels je m'étais réveillé pendant 5 ans. Daniel, ai-je murmuré le nom, ma voix à peine audible par-dessus le bip du moniteur cardiaque. Le médecin a tressailli comme s'il avait été physiquement frappé. Sa tête s'est relevée brusquement du dossier, et il m'a regardé droit dans les yeux. Pendant un instant, l'univers a semblé cesser de s'étendre. La distance professionnelle dans ses yeux s'est brisée, remplacée par un regard de stupéfaction absolue. Le porte-bloc a glissé de ses mains gantées et a claqué sur le sol carrelé, des papiers s'éparpillant partout. Juliana, a-t-il haleté. Sa voix s'est brisée, dépouillée de toute son autorité médicale. Comment est-ce possible que ce soit toi? L'ironie était suffocante. La seule personne capable de nous sauver, moi et mon enfant, en ce moment critique, était Daniel, mon ex-mari, l'homme qui m'avait trahi et que j'avais systématiquement détruit. Après avoir perdu sa propre clinique et avoir été mis sur liste noire par les relations de la famille Stewart, il avait manifestement sauvé sa carrière en prenant un poste de salarié ici. Il essayait de renaître de ses cendres, ignorant que l'incendiaire était allongé sur le brancard devant lui. Le silence a envahi la pièce. Les infirmières allaient et venaient du regard entre nous, confuses par cette soudaine rupture de protocole. Daniel se tenait là, paralysé, fixant mon ventre gonflé. Son masque cachait sa bouche, mais ses yeux criaient 1000 questions. Enceinte, a-t-il balbutié, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu es enceinte. Depuis combien de temps? De qui est cet enfant? T'es-tu remarié? Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il supposait que j'avais tourné la page, trouvé un homme meilleur, créé une nouvelle vie. J'ai vu la jalousie fulgurer dans ses yeux, mêlée à un profond sentiment de perte. Il m'avait rejeté, mais me voir porter l'enfant d'un autre homme, comme il le supposait, le brisait. Une violente contraction m'a saisi, et j'ai poussé un cri guttural qui l'a ramené au présent. Mes mains griffaient les draps du lit. Docteur, s'il vous plaît, ai-je haleté,
des larmes coulant sur mon visage. Sauver mon fils. L'appel flottait dans l'air, chargé de notre histoire compliquée. Mon cri a agi comme un seau d'eau glacée. Daniel l'homme a disparu et le docteur Parker est revenu. Sa formation a pris le dessus, surpassant son effondrement émotionnel. Il a enfilé une nouvelle paire de gants et a aboyé des ordres au personnel. Sa voix ferme et autoritaire. Mettez-vous en position, tout le monde. Le rythme cardiaque fœtal chute. La pression maternelle augmente. C'est un accouchement à haut risque. Préparez les instruments maintenant. Il s'est penché sur moi, baissant son masque une seconde pour révéler un visage plus hagard et ridé que dans mon souvenir. Juliana, écoute-moi, a-t-il dit, sa voix sévère mais rassurante. Tu dois te concentrer. Oublie qui je suis. Oublie tout le reste. Pense au bébé. Je vais le sortir en toute sécurité. Me fais-tu confiance? J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu la détermination d'un homme cherchant la rédemption. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas le choix. Le travail a été brutal. À cause de la présentation par le siège et du stress, chaque minute semblait durer 1 heure. Il y a eu des moments où la douleur était si aveuglante que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais la voix de Daniel me ramenait sans cesse. Reste avec moi, Juliana, insistait-il. Encore une poussée. Fais-le pour lui. Il me coachait pour la naissance d'un enfant qu'il pensait appartenir à un autre homme, mettant chaque once de sa compétence à nous sauver. Finalement, avec un dernier effort cataclysmique, un cri a percé l'air. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Un petit garçon en bonne santé pesant 3,2 kilos, a annoncé l'infirmière, sonnant la fin de mon ancienne vie et la naissance de ma nouvelle. Félicitations, a-t-elle applaudi. Je me suis effondré sur l'oreiller, sanglotant de soulagement. Mais la pièce était silencieuse. J'ai levé les yeux pour voir Daniel debout, immobile, tenant le bébé enveloppé dans une serviette blanche. Il fixait le visage du nourrisson avec une expression de choc total. Il regardait du bébé à moi et de retour au bébé. La ressemblance était indéniable. La forme des yeux, le nez, la courbe des oreilles. C'était comme regarder une version miniature de Daniel. Aucun test ADN n'était nécessaire. La biologie venait de crier la vérité à travers la salle d'accouchement. Ce garçon, a-t-il murmuré, sa voix tremblant si fort que les mots sortaient à peine. Il me ressemble tellement. Il m'a regardé, ses yeux se remplissant d'un espoir désespéré et d'une prise de conscience écrasante. Juliana, dis-moi la vérité. Cet enfant est-il le mien? Je ne lui ai pas répondu avec des mots. Je lui ai juste offert un sourire fatigué et triste. Ce silence était plus fort que n'importe quel aveu. Daniel s'est effondré. Il n'était plus un médecin. Il était un père, réalisant qu'il avait tout manqué. Il avait abandonné sa femme alors qu'elle portait son héritier. Et maintenant, il avait mis au monde son propre fils dans un monde qu'il avait failli détruire. Il est tombé à genoux à côté de mon lit, berçant toujours le bébé comme s'il était en verre. Ses épaules tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il commençait à pleurer. C'était le cri laid et rocailleux d'un homme dont l'âme est en train d'être déchirée. « Pardonne-moi » a-t-il sangloté dans les draps stériles. « Pardonne-moi, Juliana. Pardonne à ton père, mon fils. » L'équipe médicale se tenait autour de nous dans un silence gêné, ne sachant où regarder. Ils assistaient à une tragédie et à un miracle tout à la fois. Mais alors que Daniel pleurait sur le fils qu'il avait involontairement abandonné, il n'avait aucune idée qu'à l'extérieur des murs de l'hôpital, une autre tempête se préparait. Une tempête de jalousie et de vengeance se rassemblait, prête à s'abattre sur ce moment fragile. J'ai été transféré dans la suite de convalescence VIP, un espace qui ressemblait plus à un penthouse qu'à une chambre d'hôpital. Mais alors que j'étais là, tenant mon fils, je savais que ce n'était que l'œil du cyclone. La suite de convalescence VIP du Providence Medical Center était un sanctuaire de silence et de lumière douce. Tout dans la chambre murmurait le luxe, des draps à haute teneur en fil à la fenêtre expansive qui encadrait les jardins bien entretenus de l'hôpital en contrebas et le bleu vif et plein d'espoir du ciel américain au-dessus. Mon fils, un minuscule miracle à la peau rose et rougie, reposait paisiblement dans un berceau juste à côté de mon lit. Il bougeait légèrement dans son sommeil, ses petits poings se serrant et se desserrant comme s'il rêvait d'attraper des étoiles. Mon corps était lourd, endolori et complètement épuisé par le travail. Mais mon esprit se sentait plus léger que l'air. Je l'avais fait.
Contre toute attente, à travers chaque trahison et chaque nuit solitaire, j'avais mis cet enfant au monde en toute sécurité. Toute la douleur des derniers mois, les humiliations et les complots semblaient se dissoudre comme de la brume au moment où je regardais son visage endormi. Mais je n'étais pas seul. Daniel Parker n'avait pas quitté la chambre après avoir rempli son devoir de médecin. Il se tenait dans le coin le plus éloigné, portant toujours sa blouse, traînant comme un fantôme, hantant la scène de son propre crime. Ses yeux étaient fixés sur nous, sur le bébé dont il ignorait l'existence jusqu'à ce matin. Il y avait une faim désespérée dans son regard, un mélange de remords profond et un désir terrifiant de s'approcher, de tendre la main et de toucher le fils qu'il avait engendré. Pourtant, il restait enraciné sur place, paralysé par la connaissance qu'il avait perdu le droit d'être ici. Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans sa direction, il baissait la tête, incapable de croiser mon regard, écrasé par le poids de sa propre culpabilité. Il a essayé de balbutier des excuses, des phrases fragmentées qui mouraient dans l'air. Mais je ne lui ai pas répondu. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était que les mots semblaient inutiles. Le silence entre nous était lourd de choses qui ne pourraient jamais être dédites. Cependant, cette paix fragile n'était que l'œil du cyclone. La tempête que j'avais anticipée a finalement éclaté, et elle était plus violente et absurde que même moi n'aurais pu le prédire. Dans un hôpital, les secrets voyagent plus vite que les germes. La rumeur selon laquelle le docteur Daniel Parker, le mari de la riche héritière Sophia Stewart, avait accouché un bébé pour une patiente VIP qui s'est avérée être son ex-femme, s'était répandue dans les couloirs comme une traînée de poudre. Peut-être qu'une infirmière l'avait murmuré dans la salle de pause. Ou peut-être que le destin a juste un sens de l'humour cruel. Peu importe comment c'est arrivé, la nouvelle a atteint Elena et Sophia. Et pour elle, ce n'était pas une coïncidence. C'était une déclaration de guerre. La porte de ma suite ne s'est pas simplement ouverte. Elle a été projetée avec une violence qui a fait trembler les murs, sans frapper ni demander la permission. Elena et Sophia ont fait irruption comme deux furies, leurs visages tordus par une rage qui frisait la folie. Elena était cramoisie de fureur, son tailleur de créateur habituellement impeccable paraissant débraillé, tandis que Sophia, très enceinte et titubant dangereusement sur des talons qu'elle n'aurait pas dû porter, semblait prête à tuer. Son maquillage était maculé et ses yeux brillaient d'une haine qui voulait me consumer tout entière. Toi! Comment oses-tu te montrer ici encore? A crié Elena, sa voix aiguë et résonnant dans le couloir extérieur, faisant probablement se figer chaque médecin et patient de l'étage. Mon fils t'a déjà jeté de nos vies. Comment oses-tu t'accrocher à lui comme un parasite? Quel sale tour as-tu utilisé pour qu'il accouche ton bébé? Penses-tu que parce que tu as réussi à rassembler assez d'argent pour cette chambre que tu es quelqu'un? Tu n'es rien d'autre qu'une renarde sans vergogne. Sophia a titubé agressivement vers le lit, ignorant Daniel dans le coin. Elle m'a regardé avec un pur venin puis a jeté un regard dégoûté à mon fils endormi. Tu as vraiment eu un garçon. Félicitations, a-t-elle craché les mots comme du poison. Je me demande de qui est réellement ce bâtard. Tu te fais virer de notre maison et tu réussis à pondre un gosse d'un autre homme en un temps record. Tu travailles vite ou as-tu manigancé ça? Essaies-tu d'utiliser ce bâtard illégitime pour détruire ma famille, pour essayer de voler Daniel de nouveau? Elle m'insultait, ce que je pouvais supporter. Mais ensuite, elle a insulté mon enfant innocent, un bébé qui ne savait rien des péchés de son père ou de la cruauté du monde. Le sang a commencé à bouillir dans mes veines, chaud et féroce. Je pouvais endurer leurs attaques sur mon caractère, mais je ne les laisserai pas dire un seul mot de mal contre mon fils. J'ai serré les dents et j'ai forcé mon corps endolori à s'asseoir, la douleur postpartum s'enflammant vive et chaude, mais ce n'était rien comparé au feu dans mon cœur. Sortez immédiatement, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. C'est un hôpital, pas un marché où vous pouvez crier comme des banchers. Des scandales. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais, a hurlé Elena, repoussant une infirmière qui s'était précipitée pour essayer de désamorcer la situation. Tu penses que tu peux te cacher dans une chambre VIP. Ne rêve pas de récupérer Daniel de ma belle-fille. Elle porte mon petit-fils, le véritable héritier. Toi et ton bâtard illégitime n'avez aucune chance. Maman. Sophia, qu'est-ce que vous faites? Daniel, qui était resté figé par le choc, a finalement semblé se réveiller. Il s'est précipité en avant, se plaçant entre les femmes et mon lit, écartant les bras comme un bouclier. C'est un hôpital. Baissez la voix immédiatement. Vous devez partir maintenant. Tu oses la défendre?
Elena s'est retournée sur ses talons, agrippant le devant de la blouse de Daniel, ses ongles manucurés et pointus s'enfonçant dans sa poitrine. Sais-tu que toute la ville se moque de nous à cause d'elle? Ils disent que tu couches avec ton ex-femme. Tu es mon fils. Agis comme tel, assez, a crié Daniel, un son de pur désespoir que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Pour la première fois de sa vie, il élevait la voix contre la mère qu'il avait contrôlée pendant des décennies. J'ai assez souffert. J'ai fait des erreurs. J'ai tout perdu à cause de vous aussi. Je ne veux plus en faire. Maman, Sophia, sortez. Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas appris à cette créature une leçon de décence, a hurlé Sophia. La jalousie l'avait complètement privée de sa raison. Elle a poussé Daniel de côté avec une force surprenante et s'est jetée vers le berceau où reposait mon fils. Le bébé, surpris par le bruit, a commencé à pleurer. Elle tendait la main vers lui, ses intentions floues mais terrifiantes. N'ose pas, avons-nous crié, Daniel et moi, à l'unisson. J'ai ignoré la douleur déchirante dans mon abdomen et j'ai essayé de passer mes jambes par-dessus le bord du lit pour protéger mon enfant. Mais juste au moment où la main de Sophia était à quelques centimètres du berceau, une voix froide comme l'acier a tranché l'hystérie. Arrêtez. Immédiatement. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Tout le monde s'est figé et s'est tourné vers la porte. Se tenait là un homme dans un costume noir impeccable tenant une mallette en cuir. Son expression était grave et autoritaire. C'était Anthony Morris, mon avocat personnel et mon bras droit. Il n'était pas venu seul. À ses côtés se trouvaient 2 officiers en uniforme de la police municipale et 2 gardes de sécurité privés qui semblaient pouvoir déplacer des montagnes. L'apparition soudaine d'un conseil juridique et des forces de l'ordre a aspiré l'oxygène de la pièce. Elena et Sophia ont reculé, leur bravade s'évaporant instantanément. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? A balbutié Elena, la peur remplaçant son arrogance. Anthony n'a même pas accusé réception de sa question. Il est passé directement devant elle pour aller vers Sophia, qui se tenait figée près du berceau. Il a sorti un dossier épais et une tablette de sa mallette. Vous êtes Sophia Stewart. Correct, a demandé Anthony, sa voix dépourvue de chaleur. Je suis l'avocat représentant un investisseur majeur de Northstar Pharmaceuticals. Nous avons compilé des preuves irréfutables que votre père, Robert Stewart, et sa société se sont livrés à des activités frauduleuses massives. Cela inclut la fabrication et la distribution de médicaments contrefaits et une évasion fiscale s'élevant à des centaines de millions de dollars. Quoi? La mâchoire de Sophia est tombée, son visage se vidant de toute couleur. Vous mentez. Mon père dirige une entreprise honnête. Vous le calomniez. La calomnie exige que la déclaration soit fausse, a dit Anthony avec un sourire narquois. Il a tapoté l'écran de sa tablette et l'a retourné. Elle diffusait une vidéo granuleuse mais claire de Robert Stewart acceptant une mallette pleine d'argent d'un fonctionnaire du gouvernement. Toutes les preuves, y compris les registres financiers, la surveillance vidéo et les témoignages, ont déjà été remises au procureur de la République. Au moment où nous parlons, des agents fédéraux exécutent des mandats de perquisition dans les bureaux et les maisons de votre père. Il a ensuite tourné son attention vers les policiers. Quant à Sophia Stewart et Elena Parker, elles sont entrées illégalement dans la chambre d'une patiente, ont troublé la paix et se sont livrées à du harcèlement. Ma cliente souhaite porter plainte dans toute la mesure de la loi. Le monde de Sophia s'est désintégré en quelques secondes. Elle a reculé en titubant et s'est effondrée sur le sol, réalisant que son père, l'empire pharmaceutique, son argent et sa fierté avaient tous disparu. Elena se tenait tremblante, ses yeux parcourant la pièce alors que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. La faillite de la clinique de Daniel, la chute soudaine de la famille Stewart. Rien de tout cela n'était de la malchance. Derrière tout cela se trouvait une main invisible, une force terrifiante qui avait orchestré leur ruine, et cette force était la belle-fille modeste et silencieuse qu'ils avaient jetée comme un déchet. La police s'est avancée, lisant à Elena et Sophia leurs droits. Sophia a commencé à crier hystériquement, incapable de traiter la réalité de sa misère. Elena, cependant, est devenue silencieuse. Ses yeux sont devenus vitreux et vides. Elle m'a regardé alors que l'officier la guidait vers la porte, son expression un mélange complexe de haine et de terreur. « Qui es-tu vraiment » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé avec un regard qui tenait à la fois de la pitié et de la glace. Elle ne le saurait jamais vraiment. Alors qu'elles étaient emmenées, le chaos s'est retiré, ne laissant que moi,
le bébé et Daniel dans la pièce. Daniel se tenait là, pâle et tremblant. Il avait été témoin du démantèlement complet de sa vie. Il a finalement compris l'ampleur de ce que j'avais fait et le pouvoir que je détenais. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu un avenir qu'il ne pourrait jamais retrouver. Il s'est approché lentement du lit et est tombé à genoux. C'était un geste familier, un geste qu'il avait fait auparavant en me demandant de l'épouser. Mais maintenant, le contexte était tragique. « Juliana » a-t-il murmuré, les yeux rouges et pleins de larmes. « Je comprends tout maintenant. Je ne suis pas digne de ton pardon. Je n'ose pas te demander de revenir vers moi car je sais que j'ai perdu ce droit il y a longtemps. Je ne demande qu'une chose. » Il a regardé le bébé, le fils qu'il n'avait rencontré que quelques heures auparavant. « Laisse-moi être le père de ce garçon. Donne-moi une chance de réparer mes erreurs à travers lui. Je ne demanderai rien d'autre. Je travaillerai comme un chien pour vous deux. Je veux juste le voir grandir. Je veux être autorisé à l'appeler mon fils. S'il te plaît, je t'en supplie. » Il a incliné sa tête jusqu'au sol, sanglotant avec le cri brut ailé d'un homme qui n'a plus rien à perdre. J'ai baissé les yeux sur lui, mon cœur un enchevêtrement d'émotions contradictoires. Mon enfant avait besoin d'un père. Mais cet homme qui nous avait si cruellement abandonnés était-il digne de ce titre? J'ai regardé mon fils endormi, puis de nouveau l'homme brisé à mes pieds. « Lève-toi, Daniel » ai-je dit, ma voix calme, dépouillée de ressentiment. « Tu n'as pas à travailler comme un esclave. Tu es le père de cet enfant. C'est un fait biologique qui ne peut être changé. Le sang dans ses veines est le tien, et je ne peux pas t'enlever ce droit. Je ne veux pas que mon fils grandisse en se demandant qui était son père. » Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de Daniel. « Est-ce que ça veut dire que je peux lui rendre visite? M'occuper de lui, être un père? » « Attends » ai-je interrompu en levant la main. Ma voix s'est durcie comme de l'acier. « Seulement dans ton rôle de père. Quant à nous deux, Daniel, tout est vraiment fini. Ça s'est terminé le jour où tu es resté silencieux pendant que ta mère et ta maîtresse m'humiliaient. L'amour sans protection est comme une maison sans toit. Il ne peut abriter personne de la tempête. » Il s'est figé. L'espoir dans ses yeux s'est estompé en résignation. Il a compris. Je pouvais pardonner pour le bien de notre fils, mais je n'oublierai jamais. Les blessures que lui et sa famille avaient infligées étaient trop profondes pour jamais guérir complètement. Il m'avait perdu pour toujours. Il devrait se tenir à distance, observant notre bonheur, vivant le reste de sa vie dans l'ombre de son regret. C'était peut-être la plus grande punition de toutes. Mon histoire, à bien des égards, se termine ici. Dans les semaines qui ont suivi, la famille Stewart a officiellement déposé le bilan. Le père de Sophia a reçu une lourde peine de prison pour ses crimes. Sophia et Elena ont fait face à leur propre jugement légal. Daniel a perdu son prestige, l'élan de sa carrière et sa famille. Il a payé un prix terrible pour son ambition et sa faiblesse. Quant à moi, je ne suis jamais retourné avec lui. J'ai choisi la vie de mère célibataire. J'avais de l'argent, j'avais un statut, et j'avais ma victoire. Mais j'ai réalisé que la chose la plus précieuse n'était pas la vengeance ou la richesse. C'était la petite vie dans mes bras. C'était la liberté de mon âme de laisser aller le passé douloureux et d'avancer. Je n'avais pas besoin de chercher une vengeance cruelle et continue car ma paix intérieure et mon bonheur avec mon enfant servaient de la plus douce et amère des représailles contre ceux qui m'avaient trahi. En repensant à ce voyage, sur le chemin du sommet du bonheur fragile, à travers l'abîme de la trahison et dans le feu de la renaissance, je sais qu'il laisse de nombreuses émotions contradictoires. Vous pourriez ressentir de l'indignation face à la cruauté des gens, de la satisfaction face au triomphe de la justice, ou de la tristesse pour un amour qui a été gaspillé. Mais sous le drame, il y a une leçon. Quand Daniel s'est trouvé à la croisée des chemins, choisissant entre 5 ans de notre amour ou la gloire et la carrière que Sophia offrait, il a choisi le raccourci. Il pensait avoir besoin d'une femme qui était une décoration brillante pour l'élever. Il avait tort. Un vrai partenaire n'est pas un trophée à exhiber. Un partenaire est le sol solide sous vos pieds. La personne qui peut traverser la tempête avec vous. J'étais ce sol pour lui, mais il était trop aveugle pour le voir jusqu'à ce que la terre s'effondre sous lui. Que cela soit un rappel. Le mariage n'est pas une transaction commerciale. Vous ne pouvez pas peser l'affection sur une balance contre le gain matériel. L'argent et la gloire peuvent être perdus et retrouvés une douzaine de fois.
Mais une personne qui vous aime vraiment, qui vous voit et vous soutient quand vous n'avez rien, une fois que vous perdez cette personne, vous ne la retrouverez peut-être jamais. La solitude de Danielle est le prix de cette leçon. J'avais un secret. J'étais riche et talentueuse, et je l'ai caché pour voir si j'étais aimée pour qui j'étais. J'ai eu ma réponse. Maintenant, j'ai mon fils, et je m'aime moi-même, et c'est plus que suffisant. En y repensant maintenant, alors que je suis assise ici dans la nurserie silencieuse, berçant mon fils endormi, j'ai l'impression d'avoir vécu deux vies complètement différentes. Certains pourraient dire que j'ai été stupide de jouer le rôle d'une humble femme au foyer alors que j'étais en fait assise sur une fortune. Ils pourraient dire que je me suis tourmentée en comptant mes sous et en faisant un budget pour les courses alors que j'aurais pu acheter tout le supermarché sans sourciller. Mais au fond de moi, je sais que mon désir était pur. Je ne voulais pas d'un mariage construit sur les fondations de mon compte en banque. Je voulais être aimée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Cette indépendance financière et intellectuelle que j'ai cachée si longtemps s'est avérée être mon arme la plus puissante lorsque la tragédie a finalement frappé. Quand Danielle m'a quitté pour une autre femme, je ne me suis pas effondré. Je ne l'ai pas supplié de rester, et je ne me suis pas accroché à sa jambe en pleurant. Pourquoi l'aurais-je fait? Je savais que je n'avais pas besoin de compter sur lui ou sur qui que ce soit d'autre pour survivre. J'avais les compétences, le caractère et les ressources pour reconstruire ma vie à partir de zéro. Ma renaissance des cendres n'était pas un miracle du ciel. C'était le résultat d'années de travail acharné, d'études tard le soir et de l'empire silencieux que j'avais bâti dans l'ombre. Et s'il y a un message que je veux transmettre à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment, c'est celui-ci. Ne placez jamais tout votre bonheur entre les mains d'un homme. L'amour est beau et important, mais ce n'est pas tout. Développez toujours votre esprit. Ayez toujours votre propre argent. Gardez toujours une partie de vous qui n'appartient qu'à vous. Car lorsque vous pouvez vous tenir sur vos deux pieds, vous gagnez le pouvoir ultime qui est le droit de choisir. Même lorsque la tempête s'abat et même lorsque la personne en qui vous aviez le plus confiance vous trahit, vous ne vous briserez pas. Vous aurez la force de tout surmonter et de trouver la lumière, tout comme je l'ai fait. Peut-être que la leçon la plus humaine que j'ai apprise à travers cette épreuve n'était pas sur les affaires ou la vengeance, mais sur l'amour maternel et le pardon. Quand j'ai été confronté pour la première fois à la trahison de Danielle et à la cruauté de sa mère, Elena, et de sa maîtresse Sophia, je voulais du sang. J'ai choisi la vengeance. Et laissez-moi vous dire, ce fut une vengeance intelligente et satisfaisante. Anthony Maurice et moi avons systématiquement démantelé leur vie jusqu'à ce qu'ils perdent tout. Mais dans ce dernier moment, lorsque mes ennemis étaient métaphoriquement à genoux à mes pieds, je ne les ai pas complètement détruits. J'ai fait une pause. Pourquoi ai-je arrêté? À cause de cette petite vie qui respire doucement dans mes bras en ce moment. Mon fils a adouci mon cœur et m'a donné une raison d'être généreuse. L'amour sacré d'une mère a vaincu la haine d'une femme bafouée. J'ai réalisé que si la vengeance pouvait m'apporter une satisfaction temporaire, elle me maintiendrait piégé dans le passé, me noyant dans des émotions négatives pour toujours. Je ne voulais pas que mon beau et innocent garçon grandisse dans une atmosphère toxique de haine et de méchanceté. Mon pardon envers Danielle n'était pas un accord pour nous remettre ensemble. Absolument pas. C'était un pardon au plus haut niveau. Je lui ai pardonné non pas pour son bien, mais pour libérer ma propre âme. Je lui ai permis de rendre visite et de remplir ses devoirs de père, non pas parce que je l'aimais encore comme un mari, mais parce que j'aimais assez mon fils pour lui donner un père. C'était un choix de force, pas de faiblesse. Cela nous apprend que garder rancune est épuisant. Ça vous use. Parfois, lâcher prise est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais cela permet au passé de reposer afin que nous puissions regarder vers un avenir meilleur avec sérénité. Mon plus grand bonheur à la fin de cette longue route sinueuse n'est pas la vengeance réussie ou la richesse que j'ai récupérée. C'est la paix intérieure que je ressens en ce moment en tenant mon enfant et en sachant que notre avenir est brillant et sûr. Mon histoire est peut-être terminée pour l'instant, mais j'espère que le message résonnera en vous pour toujours. Il s'agit de sobriété et d'amour, de la valeur de l'indépendance, du pouvoir de la générosité et du caractère d'une femme moderne. J'espère que cela vous donnera la conviction que peu importe à quel point la vie vous pousse dans des circonstances difficiles, tant que vous ne perdez pas l'espoir, la dignité et le respect de vous-même, vous trouverez finalement le vrai bonheur. Un bonheur créé de vos propres mains.